Bonjour à tous. Merci d'être là. Je suis super contente de faire ces 30 minutes avec Carole Lecomte, qui est notre cliente. Moi, je suis Iria Marquez, je suis une associée d'Aressi, qui est l'équipe B2B au sein d'Epoca. Et dans Aressi, moi, j'ai en charge notamment l'équipe qui s'appelle Digital Journey, qui se charge des stratégies marketing adossées à de la techno. Donc on va parler un peu techno, mais c'est le matin, donc on va y aller un peu mollo. Et vous allez voir à quel point ça peut être beaucoup plus magique que perturbateur et qu'inquiétant, parce qu'on est toujours un peu inquiet sur la techno. Donc Carole, merci de venir vous joindre à nous. Carole, Carole Lecomte, responsable communication commerciale. Derrière ce mot-là, il y a beaucoup de marketing. Le marketing n'y est pas. Merci d'être là, déjà. Merci à vous. Voilà. Alors, Carole, elle a comme particularité d'être en charge de la communication commerciale pour une entreprise qui s'appelle Aperam. Quand on dit Aperam, je pense que c'est moi qui ai la zapette. Voilà. Quand on dit Aperam, on dit cet univers-là. Quelques mots, Carole, pour présenter l'entreprise. Oui, alors on est dans une industrie très classique puisque nous sommes producteurs d'acier inoxydable, d'acier électrique, de carbone et d'alliage. Donc plus industriel, c'est guère possible. Nous sommes 11 000 personnes réparties en Europe avec des usines en France, en Belgique et au Brésil. Et nous intervenons, comme vous pouvez le voir, dans bon nombre de marchés, l'électroménager, le bâtiment, l'automobile, la chimie, etc. Et voilà. Super, super. Donc, un acteur industriel, leader mondial pour de vrai, ce n'est pas une façon de dire les choses, leader mondial dans son secteur et un secteur extrêmement industriel. Donc, je suppose que vous êtes en train de vous dire, OK, ça, c'est le terrain pour affronter le digital et la transformation digitale avec le plus de challenges possible. Il ne faut pas se tromper, il y a un certain nombre de secteurs classiques, traditionnels, qui ont enjambé toutes les étapes de digitalisation et qui s'y plongent à bras-le-corps. C'est exactement le sujet d'Aperam. C'est pour ça que ça me fait vraiment plaisir d'en parler aujourd'hui. C'est inattendu pour le secteur, ou en tout cas, il y a une idée comme ça, un peu toute faite, qui est que ça ne peut pas être possible. Et en même temps, on voit que c'est possible. Et on voit qu'on affronte avec un passé de plaquettes et d'outils un peu tradis, on affronte avec beaucoup de succès ce sujet de transformation digitale. Quand on dit transformation digitale, quand on dit se mettre dans la communication d'aujourd'hui, pour ceux qui étaient là ce matin, on sait que vous, les marketeurs, vous êtes à la tête. Vous n'y étiez pas? Meuf, allez venir. Donc, si vous n'étiez pas là ce matin, dans les informations que vous avez vues défiler, il y a l'idée qu'on a aujourd'hui au service du marketing à peu près 10 000 solutions techno pour faire notre job, ce qui est absolument énorme, un très bon moyen de s'y perdre et un très bon moyen de se dire, quand on dit transformation digitale, on se retrouve un peu comme ça face au tableau noir et un peu perdu dans par où on doit commencer, qu'est-ce qu'on doit faire, est-ce que c'est des grosses dépenses, est-ce qu'on doit acheter plein de solutions techno? Ce n'est pas toujours très facile. Pour l'instant, on ne vous dit pas, Carole ne vous dit pas ce qu'elle a mis en place, mais en revanche, quand on dit marketing digital, aujourd'hui, on parle de KPIs, on parle de performance, on parle de données, on parle de chiffres. Ce que vous voyez à l'écran, c'est la capture du Data Studio qu'on a mis en place pour Carole, avec des chiffres clés. Vous les retrouvez, le nombre de leads, le temps passé sur le site Aperam, le bounce rate, le taux de rebond, et les chiffres de performance emailing. On dit oui, l'emailing, ça fait des performances merdiques. Pardon pour merdique, mais c'est un peu ça. Eh bien, pas forcément. Pas forcément. On vous a mis en bas les références qu'on utilise, elles valent ce qu'elles valent, je sais qu'on a tous les nôtres, c'est les références de Pledzi et qui sont des références de performance exclusivement B2B.
souvent quand vous avez des références, elles sont B2B et B2C, et donc ça biaise complètement le sujet. Et donc vous voyez qu'un mauvais taux d'ouverture, c'est 14%. Je fais le pari que dans la salle, un certain nombre d'entre vous peuvent parfois pleurer parce qu'ils sont en dessous du 14%. Et un très bon taux d'ouverture, c'est 29%. Nous, en taux d'ouverture, on est plutôt à 32%. C'est une médiane, hein, donc ça induit aussi des mauvais scores. Parce que oui, quand on fait du digital, tous les emails ne performent pas. Mais pour ceux qui performent le plus, on vous a mis nos champions, les taux champions qu'on opère dans le marketing digital qu'on met en place avec Carole. Alors, je voudrais demander à Carole, on a dit dans les 10 000 solutions, vous avez choisi, un petit peu avec notre aide, vous avez choisi une stack assez ramassée. Oui, c'est exact. En fait, oui, là vous voyez le premier travail qu'on a fait, donc c'est la refonte du site internet, donc ce que vous voyez à gauche. On a investi en fait dans un outil de marketing automation en choisissant la solution Oracle et le quoi. Bien sûr, on est présent sur les réseaux sociaux, mais on a choisi de n'être présent que sur LinkedIn pour ne pas se disperser, et aussi parce que nos cibles sont plus présentes sur LinkedIn que sur d'autres réseaux, et aussi parce que moi je m'occupe de la partie Europe, et en Europe on est plus sur LinkedIn, contrairement au Brésil, on va travailler plus Facebook, Instagram, parce que ce n'est pas la même culture. Et puis évidemment, comme disait Iria, tous nos résultats, tout ce que l'on fait remonte en fait dans Google Data Studio. Et enfin, on travaille aussi avec Sigillium pour la signature de mail. Je vous engage à aller voir leur stand. Et aussi cet après-midi, notre petite conférence. Voilà. 15 heures hein, pour la conférence. Tout à fait. Carole présentera avec Xavier de Sigillium ce qu'elle fait plus précisément. Merci Carole. Donc, on voit une stack assez ramassée, et c'est souvent le cas d'acteurs qui se lancent dans le sujet et qui rêvent d'avoir plein de solutions. Pour faire des miracles, il faut les bonnes solutions et y mettre le bon carburant, le bon contenu, la bonne stratégie, le bon moment pour les lâcher, et pas forcément 50 000 solutions. En revanche, ce que vous voyez en dessous, c'est le carburant, où c'est plutôt notre obsession à Carole et nous, enfin l'équipe d'Aperam et nous, c'est deux obsessions en permanence. C'est être customer centricity, centered même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne jamais commencer dans sa tête par se demander ce que je veux dire à ma cible. Toujours se demander qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre, de quelle information lui sera utile pour faire le bon choix. En essayant de mettre de côté le fait que le bon choix, c'est forcément celui d'acheter de l'Aperam, hein, ça on est bien d'accord. Mais comment on peut l'aider à faire le bon choix, à trouver les bons leviers de décision? On a vu ce matin, encore une fois, que l'acheteur, post-Covid, mais avant Covid, c'était la même chose, l'acheteur se trouve dans une situation où souvent il n'est pas super compétent pour ce qu'il achète. Et donc, pas de compétence égale inquiétude, inquiétude égale pas de décision égale pas de bon de commande passé. Donc, Customer Centricity, c'est vraiment super important. Et puis, l'autre sujet qui est totalement corrélé à celui-là, c'est la notion de Buyer Journey. On travaille, Carole va vous l'expliquer à la fois sur le site et sur Eloquia, on travaille avec cette idée qu'une cible prend une décision collégiale ou est un élément d'un collège décisionnaire, mais surtout qu'il évolue. On parle beaucoup de personas. Nous, on n'a pas fait des personas académiques. Vous n'en aviez pas fait avant nous, d'ailleurs, non plus. Parce que c'est une photo arrêtée. Le type, il a cette particularité, ces différentes caractéristiques à un temps T. Mais comment il réagit quand il découvre une marque? Comment il réagit quand il doit, sous pression de prendre une décision décidée? C'est un chemin, et c'est important pour nous qu'on travaille à aller à sa rencontre à toutes ces étapes. Et Carole, première étape, celle qui est la plus ouverte, c'est celle du site. Oui, c'est celle du site. Donc là, c'est effectivement, le site a été complètement revu il y a à peu près 2 ans. Et comme dit Iria, l'important, c'est pas nous de présenter comment on fonctionne, quelle est notre organisation, mais plutôt de se mettre dans la tête de l'acheteur. Qu'est-ce que l'acteur cherche comme info et où il va la trouver. Évidemment, le plus rapidement il la trouve, et le plus on augmente notre chance de rentrer en contact. Donc on a retravaillé entièrement les menus, on a multiplié les call to action,
Donc que ce soit par exemple à droite le petit patch vert Request Quote, où là directement il va choisir les produits qui l'intéressent et nous envoyer sa demande de devis. On a aussi, alors on est dans une industrie assez technique avec beaucoup de produits. Ça veut dire qu'on a aussi la mission d'aider l'acheteur à comprendre ce dont il a besoin et ce qu'il veut acheter. Surtout si on a des acheteurs qui sont assez néophytes ou sur des choses au contraire très très techniques. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place un sélecteur produit. Donc là typiquement on est les premiers à le faire dans le secteur et ça c'est un avantage concurrentiel important. On parlait des différentes étapes du parcours. Hein. On vous présente ce que Carole a réalisé avec cette segmentation haut de funnel, mid funnel et bas de funnel pour que vous compreniez bien à quel point on accompagne ce chemin-là. Et Carole, on commence par le haut de funnel. Le haut de funnel, oui. Alors, ce qu'il faut aussi dire, c'est que quand on a commencé notre site web, à part d'embaser nos clients qui étaient actifs, on avait très peu de contacts mail pour faire de la prospection. Donc évidemment, naturellement, on a lancé une newsletter. Et qui dit newsletter dit aussi incitation à l'inscription sur notre site internet. Donc sur chaque bas de page importante du site, il y a ce call to action pour pouvoir s'inscrire à la newsletter dans différentes versions de langue. Et après, ça nous permet aussi, plus finement, dans une seconde étape, puisqu'on le demande, par exemple, maintenant, la provenance pays, on va pouvoir adresser une newsletter, par exemple, en allemand, en espagnol, etc. Donc, au fur et à mesure de ce qu'on fait, on raffine la qualification de notre base de données. Et la newsletter, au début, ça ne marchait pas trop, en fait, le footer. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une pop-in, c'est ce que vous voyez justement en dessous. Et depuis, ça a énormément augmenté le nombre d'inscrits, puisqu'en moins d'un an, on a pris 5000 abonnés de plus, ce qui est quand même beaucoup dans notre secteur. 5 mois. Voilà. Hein, on s'est arrêté au chiffre de 5 mois. Et puis, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on va le voir après, je crois. Voilà. On a des formes. Alors, dans notre milieu, ce qui est important, c'est le barème mensuel de prix. C'est-à-dire que tout acheteur qui se respecte va voir dès sa publication le barème de prix. Donc c'est un super faire venir sur notre site. Mais pour voir ce barème de prix, comme vous pouvez le voir, on a mis en place un formulaire. Et sur ce formulaire, eh bien, il est obligé de rentrer son mail, son pays, toutes des infos qui vont nous servir, des infos hyper basiques, hein, pas trop justement. Et donc le user va pouvoir rentrer ces informations et nous, on qualifie encore mieux notre base. Pareil sur la partie contact, c'est ce que vous voyez dans le formulaire de contact, ce que vous voyez à droite. On essaye de savoir les centres d'intérêt, la typologie de personnes ou de profils qui vont répondre, pour aussi que les mails se ventilent correctement et que le user ait une réponse rapide. Et ça, c'est important justement la partie de mettre en place des formulaires liés à de la valeur ajoutée ou à des choses utiles pour le navigateur justement. Alors, autre astuce aussi qu'on a développée, c'est que partout où on peut, bon, quand ça fait sens évidemment, on met des mail to. Donc, on traque ces mail to parce qu'on a mis en place une petite pop-in, c'est ce que vous voyez en bas à droite. Donc, ça nous permet de voir quelles sont les pages qui attirent le plus de contacts et les produits. Donc, derrière, on va aussi pousser ces produits-là sur les réseaux sociaux, dans nos newsletters clients, etc. Alors, on en parlait tout à l'heure. Un petit peu au début. Ouais, justement, on a mis en place un request quote. Alors, request quote, au début, on n'y croyait pas trop. En fait, ça marche pas mal. On a quand même 10 à 20 demandes recevables à la semaine, ce qui est quand même beaucoup. Bon, j'ai dit, on est sur un marché international, donc c'est vrai qu'on a pas mal de pays qui peuvent répondre et participer. Donc, dans le request quote, ils ont soit le choix d'un produit, donc ils font un panier, hein, comme dans le B2C. Donc ça aussi, c'est nouveau sur le marché, puisqu'on a importé une solution plutôt que vous avez l'habitude de voir en tant que consommateur final. Et toujours de la même façon, on essaye de qualifier notre contact. C'est pour ça qu'on a un formulaire avec un certain nombre de champs, juste ceux qui sont nécessaires pour mieux travailler après et mieux cibler le user. Je fais une petite parenthèse, Carole, si vous permettez. 2 enseignements par rapport à ça. Le premier enseignement, c'est Carole elle-même. Je sais qu'elle n'aime pas que je dise ça, et encore moins en public, mais un des facteurs de succès de tout ce qu'on vient de voir et de ce que vous allez voir après, c'est le fait que Carole
Elle n'a pas peur de se lancer. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on ne l'a jamais fait qu'il ne faut pas le faire. Et ça, nous, à l'agence, on a une chance incroyable de pouvoir travailler avec elle. Et ce n'est pas du tout pour lui cirer les pompes, elle sait que je le dis régulièrement. Et la deuxième chose super importante dans son attitude, c'est qu'il faut essayer. Si ça échoue, comme vous avez vu tout à l'heure, la newsletter, on l'a mis par défaut au début du site. Évidemment, ça n'a pas remonté des 1000 et des 100. C'est jamais une fin. L'échec, le fait que ça ne fasse pas ce qu'on espère, c'est jamais une fin de l'histoire, c'est le début de l'histoire. Ok, nous on veut remonter au moins des leads ultra froids, c'est-à-dire des abonnés à la newsletter, c'est ultra froid, ultra haut de funnel. Ça ne fait pas le job, on pleure un bon coup, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça fasse le job? Et donc c'est exactement ce qu'on a fait. C'est accepter l'échec, c'est pas plus compliqué que ça, parce que l'échec c'est le début de l'histoire et pas la fin. Et puis la deuxième chose, c'est s'inscrire dans une logique de win-win. C'est-à-dire qu'on donne des choses, on donne de la facilitation à commander, parce qu'on peut à la fois commander, faire son panier et uploader un fichier Excel, parce qu'on n'a pas envie de mettre tout ça. On donne de la facilité, mais en échange, on attend que la cible nous donne un peu du sien, qu'elle nous dise un peu ce qui l'intéresse, son adresse mail, sa fonction, ses centres d'intérêt, etc. C'est exactement avec cette philosophie du win-win, du donnant-donnant, qu'on a approché également, Carole, la partie marketing automation, n'est-ce pas? Oui, parce que le site web, c'était la première étape. Et après, on s'est équipé, doté d'un outil de marketing automation. Et on a commencé à réfléchir à des scénarios. Alors, un scénario super simple, c'est l'envoi de la newsletter, par exemple. Après, on doit promouvoir certains produits ou aider les ventes dans certains pays. Donc, on va faire des scénarios, ça peut faire un peu peur, mais des scénarios un peu plus poussés. Et on va toujours essayer de réfléchir à ce que le user attend et aussi de le solliciter pour qu'il rentre en contact avec nous. Donc, c'est la branche du dessus, c'est ce que vous voyez, ce sont les hits, on appelle, donc un mail et des landing pages. Et la branche du dessous, c'est des propositions de rendez-vous. Donc, on va toujours essayer, effectivement, de rentrer en contact, de se proposer un service ou voilà. Et l'important aussi, les scénarios, on voit qu'ils marchent relativement bien, avec des bons taux d'ouverture plus importants que la moyenne, parce qu'on crée de la valeur ajoutée. Donc, un scénario, chez nous, met un petit peu de temps à sortir parce qu'on travaille beaucoup les assets. Assets aussi qu'on utilise, bien sûr, sur tous les autres supports. On va les mettre dans les LinkedIn, dans les Customer Newsletters. On est assez spécialiste du reuse. Et voilà. Ça, c'est aussi vraiment un super tips qu'on a mis en place, j'allais dire un peu par besoin d'économie. Mais en fait, il y a un deuxième puissant bénéfice, c'est que quand vous réutilisez des contenus, vous augmentez leur capacité à être vus. Parce qu'il ne faut pas imaginer que parce qu'on le met dans une landing page qu'on pousse par un email, le monde entier connaît cet asset. Il y a 3% de la population que vous avez adressée qui va en prendre connaissance réellement. Donc, il faut être assez modeste et se dire réutiliser, c'est une façon aussi de faire que finalement les gens le voient pour de vrai. Pas juste que ça vous ait demandé de la sueur au service marketing. Oui, d'autant que vous le savez, le respect de la RGPD est particulièrement important. Donc évidemment, tout ce qu'on fait est en opt-in ou double opt-in selon les pays. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a couplé avec un Preference Center qui nous permet effectivement dans la première zone d'avoir les datas personnelles et dans la deuxième zone de connaître mieux notre cible et surtout de lui adresser les messages qui l'intéressent. Ici, dans cette partie du bas. Non. Et c'est aussi pour ça que les scénarios et les mails, on n'en fait pas non plus toutes les semaines. On choisit bien nos moments de communication avec des bons messages et on ne fait pas une hyper communication. Ce qu'on vise, c'est plutôt la qualité et la qualification de la data. Pas la peine de parler tout le temps, parler quand il faut et avec de l'information dont la cible a besoin. On parlait de win-win. Alors là, c'est quelque chose qu'on a lancé pour développer une gamme de produits dans un pays spécifique. Et en fait, on a tenté un truc, c'est-à-dire qu'on a inséré des petites questions pour mieux connaître notre cible. C'était sur une nouvelle offre. En revanche, on n'avait aucune idée à savoir si nos clients étaient intéressés par cette nouvelle offre. Et ben, on a clairement posé la question en mettant en place un formulaire dans le mail, enfin ici dans la landing page.
Et on s'est rendu compte, alors certes, on n'a pas eu des taux de réponse non plus d'enfer, mais on a quand même eu certaines réponses que nos commerciaux ont pu ensuite travailler. Un autre piège du marketing digital, du fait de la pression du ROI, c'est qu'on attend tous des gros chiffres. Mais en fonction du panier moyen que représentent vos produits, 3 leads méga chauds, c'est-à-dire des gens qui disent à Peram, tu me demandes si ça m'intéresse, moi je te dis ça m'intéresse. Bah, si c'était une relation entre un commercial et un acheteur, le commercial il se dit waouh, le deal il est fait quoi. Je suis au bord de signer. Donc c'est des petits nombres, mais qui s'ils sont suivis ensuite par le commercial, et ils seront d'autant mieux suivis par le commercial qui en a peu, bah, ça fait des deals. Et un deal à l'échelle d'un panier moyen d'Aperam, où l'inox s'achète à la tonne, hein, pas trop au kilo, ça fait des bons deals. Alors, un grand classique, l'enquête de satisfaction. Donc là, on est vraiment sur du bas de funnel. Alors, le fait qu'on puisse l'administrer via le marketing automation, ça c'est super parce qu'après, on va coupler avec notre CRM. Donc, ça veut dire que la note ou les commentaires que le répondant va faire, en fait, va automatiquement remonter dans le CRM. Donc, le commercial, c'est « Ah, ce client, OK, il nous a noté 8 ou 4. » Donc, il a déjà cette info. Et puis, l'enquête de satisfaction, elle est obligatoire, puisque comme nous, on est certifié ISO, on est obligé de la faire. Donc, de façon très simple, on a un questionnaire qui est le même pour tous les pays, traduit évidemment dans différentes langues, et tout remonte dans Eloqua et après dans le CRM. Donc, on a une chaîne complète. On passe à LinkedIn, toujours difficile de bypasser les réseaux sociaux. Alors, LinkedIn, comme vous pouvez voir, on a quand même pas mal de followers. Je vous ai dit qu'on avait une grosse présence au Brésil, donc c'est ce qui nous aide aussi à doper, parce que les Brésiliens ont une forte culture digitale. Alors, sur LinkedIn, on a fait le choix de faire 2 posts en moyenne par semaine. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais on essaye de faire des posts qualitatifs et aussi pas juste du post pour du post, comme peuvent le faire nos concurrents. Donc, toujours à donner une valeur ajoutée. Ou là, sur celui du milieu, par exemple, c'est une nouvelle brochure. Et derrière, pour télécharger la brochure, on a un formulaire qui est stocké sur Eloqua, notre plateforme de marketing automation. Et du coup, pour voir pour voir la brochure, remplir le formulaire. Et là, on capte aussi des leads. Alors, on a essayé. Je ne vous cache pas qu'on n'a pas un taux de remplissage non plus énorme, mais au moins, on a de la base qualifiée. Voilà. Il faut savoir que, comme Carole le disait en introduction, on a fait le choix de LinkedIn, en tout cas pour l'Europe, à l'opposition, par opposition notamment à Twitter, ou en tout cas on n'a pas embarqué Twitter dans l'histoire. Quand on fait de l'industrie, on n'a pas de la super actu comme ça, et donc ça ne sert à rien d'essayer d'occuper le fil, d'autant que, je ne sais pas quel chiffre vous avez en tête à ce sujet, mais un post Twitter a une durée de vie de 20 minutes. C'est-à-dire qu'au bout de 20 minutes, il est au fond, quelle que soit la teneur de votre fil, il est au fond de votre fil, vous ne le voyez plus. Donc, pour être visible sur Twitter, il faut envoyer, et pour envoyer, il faut de la pertinence, parce que si c'est envoyé du n'importe quoi, ça ne sert à rien. D'où cette stratégie de balayer l'ensemble des aspects de l'entreprise, du produit à l'événement, au corporate, au green, mais de le faire avec une parcimonie calculée. Aussi, on a un gros travail parce que comme on est international, on doit aussi adapter nos messages et le faire dans les langues locales. Au début, on faisait des scénarios tout en anglais et on s'est rendu compte qu'en Espagne, en Italie, ça ne marche pas en anglais. Donc, ça veut dire que chaque fois qu'on fait une action, on est tout de suite dans 3 ou 4 langues différentes. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'être assez organisé, d'avoir des bons outils, de se structurer, d'être clair sur ce qu'on attend. Et de démultiplier les contenus pour les adapter à chacune des langues, oui. Effectivement. Voilà. Moi, ce que je voudrais, et je laisserai le mot de la fin à Carole, mais ce que je voulais véhiculer ce matin, c'est le fait que, 1, il ne faut pas avoir peur. 2, il ne faut pas imaginer qu'il faut aller dans le magasin de la Martech et acheter tout ce qui est sur étagère, que l'important, c'est la pertinence. Et la pertinence, pour nous, c'est vraiment le mot pivot, pertinence de ce qu'on achète par rapport à ce dont on a besoin, par rapport à ce dont on est capable, ce qu'on est capable de mettre en œuvre. Ça ne sert à rien d'avoir 50 000 solutions si vous n'avez pas les équipes pour les maintenir dans les bonnes conditions. Ça ne sert à rien de parler beaucoup
à chacune des cibles. Il vaut mieux parler avec parcimonie et adaptation, faire en sorte que quand ils vous entendent, en se plaçant toujours de leur côté, quand ils vous entendent, quand ils lisent quelque chose signé d'Aperam, bah, ils se disent c'est que ces gars-là, ils ont quelque chose à me dire et c'est quelque chose d'habituellement pertinent, donc j'écoute. C'est ça qui fait la quadrature du cercle qu'on arrive difficilement à mettre en place. Et pourtant, c'est quelque chose qui demande finalement pas plus d'efforts à produire du contenu. Je sais que Carole, notamment en interne, en produit beaucoup, mais c'est pas plus compliqué d'en faire du pertinent que du brand-centric ou product-centric. Et c'est bien plus simple de commencer petit et au fur et à mesure, élargir la stack. On va élargir petit à petit, mais déjà de s'asseoir là-dessus. Évidemment, Carole, encore une fois, merci d'être venue, parce que Carole vient de loin pour être avec nous aujourd'hui. Et je vous laisse le mot de la fin, peut-être le bon encouragement pour nos équipes présentes. Le mot de la fin, c'est qu'il faut bien choisir ses partenaires avec lesquels on travaille et aussi prendre des spécialistes. C'est pour ça qu'on a aussi tout un réseau de copywriters, de rédacteurs qui sont spécialisés. Évidemment, parce que j'ai une problématique de langue, mais aussi de sujet. Donc voilà, notre écosystème, c'est important. Merci. Et la relation de confiance, c'est aussi super important, aussi pour l'agence. Voilà, merci beaucoup. Je suis à votre disposition si vous avez des questions, besoin d'autre chose. Je sais que le timing est super serré, donc les questions, c'est chaud. Mais voilà, si vous avez encore, on a 1 minute devant nous. Si vous avez une question, je veux bien la prendre à l'extérieur si ça vous va. OK ? Merci à tous.